Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes au chapitre 14, Immunothérapie anticancéreuse. Dans ce chapitre, nous allons revisiter de nombreux concepts immunologiques, comme la présentation d'antigènes, la génération de cellules T effectrices ou l'action de l'anticorps. Nos connaissances de ces mécanismes immunologiques nous permettront de mieux comprendre les thérapies anticancéreuses prometteuses développées ces dernières décennies. Mais tout d'abord, une question fondamentale. Est-ce qu'une tumeur peut être immunogène? Comment le système immunitaire adaptatif, qui est entraîné à tolérer les antigènes du soi, peut-il reconnaître et détruire une tumeur qui dérive d'un tissu du soi? Au début des années 1900, Paul Ehrlich, un des pères de l'immunologie humorale, essayait de vacciner des souris avec des tumeurs. Il observait que différentes tumeurs élicitaient une réponse immunitaire variable et conclua que certaines tumeurs étaient plus virulentes que d'autres. Ensuite, Old et Boyce, travaillant à New York dans les années 60, prouvèrent l'existence d'antigènes tumoraux capables de stimuler des réponses spécifiques. De leur côté, Macfarlane Burney et Lewis Thomas en Angleterre développèrent le concept d'immunosurveillance antitumorale basé sur l'immunité adaptative. En effet, l'immunité adaptative peut s'opposer au développement de tumeurs suite à l'exposition à un carcinogène. Le groupe de souris à gauche est déficient pour les enzymes RAG1 et 2 qui produisent les recombinases impliquées dans la recombinaison VDJ. Ainsi, ces souris ne peuvent pas produire de lymphocytes B ou T matures. Les souris à droite sont sauvages. On voit que les souris immunodéficientes sont plus susceptibles de développer des tumeurs. De même, on observe plus fréquemment des tumeurs chez des patients traités avec des immunosuppresseurs. Et on observe des tumeurs, par exemple le sarcome de Kaposi, chez les patients atteints de sida qui sont immunodéprimés. Ainsi, le système immunitaire adaptatif joue un rôle important contre les tumeurs. On trouve chez les individus atteints de cancer des anticorps et des cellules T helper ou cytotoxiques spécifiques d'antigènes tumoraux. Les cellules dendritiques, une composante immunitaire innée, jouent un rôle critique dans l'induction de l'immunité adaptative antitumorale. Elles présentent des antigènes tumoraux aux cellules T et expriment des molécules de costimulation suite à leur activation par des signaux de danger émanant des tumeurs. De plus, l'immunité innée participe à l'élimination des cellules tumorales. Les cellules NK, cytolytiques, sont stimulées par des récepteurs activateurs sur les cellules tumorales, par exemple MIC-A, MIC-B. Les objectifs des immunothérapies anticancéreuses seront d'abord d'améliorer les réponses immunitaires existantes en augmentant la spécificité et la quantité des cellules antitumorales, puis d'accroître l'immunogénicité des cellules tumorales afin de favoriser leur reconnaissance par le système immunitaire, et enfin d'empêcher le processus d'immunosuppression, c'est-à-dire la suppression de la réponse immunitaire par l'environnement tumoral. Ce cours se divisera en 4 parties. L'immunogénicité et les antigènes tumoraux, ensuite les vaccins anticancéreux, puis les thérapies par anticorps monoclonaux et notamment les inhibiteurs de checkpoint, et finalement les thérapies par transfert adoptif de cellules T. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes au chapitre 14, section A, Immunogénicité et antigènes tumoraux. Les tumeurs dérivent d'un tissu du soi et sont composées essentiellement d'auto-antigènes. Ainsi, on ne s'attend pas à avoir des cellules T fortement réactives aux antigènes tumoraux. Néanmoins, les tumeurs expriment des produits de gènes mutés qui sont absents des tissus normaux. Parfois, elles surexpriment très fortement certains gènes qui sont peu exprimés dans les tissus sains. Ou encore, elles peuvent exprimer des produits de gènes viraux dans le cas de tumeurs causées par des virus oncogènes. Nous allons voir qu'il existe des antigènes proprement tumoraux, que l'on qualifie de néo-antigènes car ils sont absents des cellules saines. Les néo-antigènes sont des cibles idéales pour être reconnues par le système immunitaire adaptatif. Une réponse adaptative ne nécessite pas seulement la reconnaissance d'un antigène, mais aussi un signal de costimulation, le signal 2. Les tumeurs sont composées de cellules stressées à division rapide qui vont exprimer des signaux de danger comme par exemple les interférons de type 1. Ainsi, les tumeurs cancéreuses émettent des signaux de danger utiles pour la costimulation des cellules T anticancéreuses.
On trouve plusieurs types d'antigènes à la surface d'une tumeur qui sont susceptibles d'être ciblés par l'immunothérapie. Une première classe d'antigènes tumoraux qui peuvent être ciblés par l'immunothérapie sont appelés antigènes de différenciation. Il s'agit de protéines spécifiques d'un tissu donné suite à sa différenciation. Par exemple, la molécule CD19 garnit toutes les cellules de la lignée B sauf les pro-B. Un tel antigène peut être utilisé pour traiter un cancer affectant les cellules B, comme un lymphome de cellule B par exemple. Cependant, l'antigène est commun à toutes les cellules B, et ainsi l'utilisation de cet antigène pour traiter un lymphome B sera néfaste, car toutes les cellules B, même les saines, seront éradiquées. Les patients ayant un lymphome B subissant une immunothérapie contre CD19 doivent être traités par des infusions d'immunoglobulines pour garantir leur immunité humorale, et ce à long terme. D'autres antigènes de différenciation sont par exemple ceux présents dans les tumeurs affectant la muqueuse du côlon. Les thérapies immunitaires qui les ciblent ont un fort risque de déclencher des inflammations généralisées du tractus digestif. Il en est de même pour les antigènes de différenciation des mélanocytes, une cellule qui pigmente la peau. Une immunothérapie contre ces antigènes permet de cibler les mélanomes, mais détruit les mélanocytes sains hors de la tumeur. Une autre classe d'antigènes qui peut être ciblée par l'immunothérapie sont les néoantigènes et les antigènes viraux. Absents des tissus normaux, ils présentent moins de risques si le système immunitaire les cible. Les néoantigènes sont particulièrement fréquents dans les tumeurs issues de carcinogènes, comme par exemple les mélanomes causés par irradiation UV ou les cancers du poumon induits par le tabagisme. Ils sont le produit de mutations affectant la région codante des protéines et ne font pas partie de la panoplie des protéines du soi exprimées dans les organes lymphoïdes primaires lors de la tolérance centrale. Ainsi, il est donc fort probable de trouver des lymphocytes spécifiques d'un néoantigène dans un patient. Les antigènes viraux, quant à eux, sont des produits d'oncogènes viraux ayant servi à la transformation tumorale des cellules hôtes du virus. Un bon exemple sont des antigènes viraux produits par le virus du papillome humain dit HPV, qui induit le cancer du col de l'utérus. On peut vacciner contre ce virus, ce qui empêchera certaines souches fortement oncogènes d'infecter l'épithélium utérin. Par contre, une fois établi, un cancer dû à l'infection par HPV ne sera pas éradiqué par un vaccin anti-HPV. Suite à des changements épigénétiques, de nombreuses tumeurs vont exprimer des gènes qui sont normalement silencieux. Un bon exemple sont les antigènes testiculaires du cancer, ou CTA. Il s'agit de protéines normalement exprimées uniquement dans la lignée germinale et dans aucun autre tissu. L'expression de CTA dans différents types de cancers permet de cibler très spécifiquement et efficacement les tumeurs sans risque de toucher des tissus sains. Un bon exemple d'un antigène CTA est l'antigène NiSO1, un antigène identifié dans un carcinome œsophagien. NiSO1 est exprimé uniquement dans la lignée germinale et absent des tissus somatiques sains, mais réexprimé dans de nombreux types de cancers. Les cellules tumorales vont hélas développer des stratégies d'évasion pour se protéger de la réponse immunitaire adaptative. Ainsi, elles modifient leur profil d'expression, soit en perdant l'expression de l'antigène, soit en évitant de le présenter à la surface cellulaire. De nombreuses tumeurs réduisent l'expression du MHC1 ou des molécules impliquées dans la voie de présentation endogène, les rendant indétectables par les cellules T. Dès lors, la tumeur devient invisible aux cellules du système immunitaire adaptatif et résiste aux cellules cytotoxiques. Nous verrons par la suite comment les immunothérapies actuelles tentent de surmonter l'évasion antigénique des tumeurs. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes au chapitre 14, section B, vaccins anticancéreux. Les vaccins antitumoraux sont des vaccins thérapeutiques plutôt que préventifs. L'objectif de ce type d'immunothérapie est de générer une immunité capable de détecter et de détruire des cellules cancéreuses. Pour ceci, un vaccin efficace doit faire plusieurs choses. Activer des cellules T CD8 naïves pour les différencier en CTL, activer des cellules T CD8 à mémoire déjà présentes, stimuler des cellules T CD8 devenues allergiques suite à leur exposition chronique aux antigènes de la tumeur,
générer des cellules T CD8 à mémoire ayant une longue durée de vie afin de prévenir des rechutes, et activer des cellules T CD4 positives, des TH1 pair, qui pourront augmenter la réponse cytotoxique. Un acteur clé de tous ces vaccins est la cellule dendritique, une APC professionnelle, qui présente des antigènes tumoraux dans un contexte stimulateur. Les cellules dendritiques sont les seules APC professionnelles capables d'activer des cellules T naïves in vivo. Dans le cas d'une tumeur, une APC présente un peptide de la tumeur sur une molécule MHC à une cellule T naïve dans un organe lymphoïde secondaire. Pour être activée, la cellule T naïve a besoin de deux signaux. Le signal 1, qui est l'engagement du TCR par le complexe MHC peptide, et le signal 2, la costimulation, par exemple par engagement de la molécule CD28 sur la cellule T, par une molécule de CD80 sur l'APC, ou encore par la production de cytokines comme l'IL-12. Notons que l'expression de molécules costimulatrices sur les APC dépend de l'activation de l'APC par un signal de danger. Les tumeurs sont nettement moins efficaces que les microbes à fournir ces signaux de danger. Nous verrons plus loin comment surmonter cette barrière. Une fois différenciée, la cellule T n'aura plus besoin de costimulation pour être activée. La seule reconnaissance du complexe peptide MHC est suffisante. Comme toutes les cellules nucléées du corps expriment le MHC de classe 1, toute tumeur affectant différents types de tissus peut en principe être reconnue. Par contre, les cellules tumorales ont tendance à réduire l'expression de leur MHC1. Il s'agit là d'un mécanisme d'évasion, comme on a vu, qui leur évite d'être reconnus par les TCD8. Les cellules T CD8 effectrices sont aidées par les cytokines relarguées par des cellules T CD4+. Il est donc important de stimuler aussi des cellules T CD4+. Rappelons qu'il existe 3 voies d'apprêtement des antigènes en vue de leur présentation aux cellules T CD4 et CD8. La voie exogène au milieu permet de présenter des peptides phagocytés sur des molécules MHC de classe 2. Elle stimulera donc des cellules T CD4+, ou helper. La voie endogène, à gauche, présente des peptides cytoplasmiques sur des molécules MHC de classe 1 et active des cellules T CD8. Pour qu'un antigène tumoral soit présenté à une cellule T CD8, il faut que la cellule tumorale soit préalablement phagocytée par une cellule dendritique, mais les antigènes collectés doivent être présentés sur le MHC de classe 1. Ceci se fait par la voie croisée, qui est unique aux APC professionnels. Cette voie est essentielle pour l'apprêtement et la présentation d'antigènes tumoraux. Les vaccins thérapeutiques visent les cellules dendritiques pour les amener à stimuler les cellules T naïves et reprogrammer les cellules T CD8 devenues anergiques par exposition à l'environnement tumoral immunosuppresseur. Le but est de générer des cellules T effectrices efficaces et des cellules T CD8 à mémoire. Dans ce but, on cherchera à favoriser des cellules T ayant un TCR à forte affinité pour les complexes MHC peptides tumorales, aussi l'adressage des CTL vers les tumeurs, l'expression de molécules d'adhésion, par exemple des intégrines, une faible expression de molécules inhibitrices comme CTLA4 dont on parlera plus tard, et une forte expression de granzymes et de perforines, requises pour l'action cytotoxique, une mémoire à longue durée et une forte expression de molécules costimulatrices pour les cellules T helper. Un certain nombre d'obstacles s'opposent à l'efficacité des vaccins anticancéreux. Les décès dans les tissus sont immatures, elles sont efficaces à phagocyter les cellules tumorales, et donc les antigènes tumoraux, mais elles sont peu efficaces à stimuler les cellules T naïves par manque de costimulation. Elles ont tendance à engendrer des cellules T régulatrices qui favorisent la tolérance plutôt que des T effectrices. On parle de cellules T tolérogènes pour désigner des cellules T induisant une tolérance à l'antigène. Il faut donc ajouter des adjuvants aux vaccins anticancéreux pour favoriser la maturation des décès. Les cellules T réactives aux antigènes tumoraux sont inhibées par des régulateurs intrinsèques, par exemple par l'interaction CTLA4, CD28 ou PD1, PDL1. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement dans le cours. Elles sont aussi inhibées par des facteurs extrinsèques, par exemple à cause des cellules Treg, T régulatrices, ou des cellules myéloïdes suppressives ou myeloid-derived suppressor cells.
La tumeur peut perdre l'expression de l'antigène ou limiter l'expression du MHC1. Enfin, les tumeurs solides donnent un accès limité aux cellules T effectrices. Il existe plusieurs types de vaccins à base de peptides et d'adjuvants différents. Les peptides antigéniques peuvent être dérivés d'antigènes pantumoraux ou néoantigènes spécifiques du patient. Rappelons-nous que les molécules MHC1 présentent aux cellules CD8 et les molécules MHC2 aux cellules CD4. Les molécules MHC2 présentent des peptides plus longs, de 10 à 20 acides aminés, que les molécules MHC1 qui présentent des peptides de 9 à 10 acides aminés seulement. En conséquence, les peptides courts ne sont pas apprêtés sur le MHC2, mais seulement sur le MHC1. Ils activent des réponses CD8+, qui en absence d'activation de cellules T CD4, sont moins efficaces et ne développent pas de mémoire. Les peptides longs peuvent activer à la fois des réponses CD8+, et CD4+, ce qui favorise le développement d'une mémoire immunologique. Pour les adjuvants, on utilise souvent des ligands activant des récepteurs de pattern, comme par exemple les Toll-like receptors, les TLR. Ensuite, on a les bactéries ou virus vecteurs. Un vecteur est un microbe inactivé, ne causant plus de pathologie, mais qui utilise les mêmes routes d'infection que le microbe virulent. On peut charger ce vecteur de gènes à délivrer dans des cellules cibles. Listeria monocytogenes est une bactérie intracellulaire qui a un tropisme pour les cellules dendritiques. On peut charger Listeria de gènes tumoraux qu'on aimerait utiliser pour vacciner. La bactérie est phagocytée et les antigènes de cette bactérie sont apprêtés par les voies exogènes et endogènes. Ainsi, cette bactérie active une immunité cellulaire robuste CD4+, et CD8+. Finalement, on peut injecter un virus oncolytique, c'est-à-dire qui lise les cellules de la tumeur, dans la tumeur. La mort cellulaire disséminée qui s'ensuit active les cellules dendritiques et a une forte immunogénicité à cause des signaux de danger libérés. Certaines chimothérapies antitumorales, par exemple les irradiations, sont immunogènes par elles-mêmes. La mort des cellules tumorales par nécrose libère des signaux de danger qui favorisent la maturation des décès. Une autre approche consiste à stimuler les cellules dendritiques ex vivo, c'est-à-dire en culture hors du corps humain. Pour stimuler des cellules dendritiques ex vivo, on prélève des monocytes ou cellules dendritiques du sang du patient, et puis ces cellules sont traitées par des peptides ou par des cellules tumorales lysées, ce qui présuppose un traitement chirurgical de la tumeur, et par des cytokines activatrices. Les cellules stimulées sont ensuite injectées dans le patient où elles induisent une immunité CD4+, et CD8+. On peut aussi tenter de stimuler les cellules dendritiques in vivo par d'autres approches. On peut coupler des antigènes tumoraux à des anticorps dirigés contre des récepteurs de surface des cellules dendritiques. En l'absence d'adjuvant, ceci induirait une tolérance contre l'antigène, car la cellule dendritique n'est pas activée par la simple ingestion de protéines. En présence d'adjuvant, on obtient une réponse cellulaire CD4+, et CD8+, contre l'antigène. La thérapie ciblant les cellules dendritiques est applicable à bien d'autres maladies au-delà du cancer. Un des pionniers des vaccins dendritiques est Ralph Steinman, qui reçut le prix Nobel en physiologie et médecine en 2011 pour ses recherches sur les cellules dendritiques. Tragiquement, Steinman décéda seulement quelques jours avant l'annonce du prix d'un cancer pancréatique qu'il avait su combattre pour quelques années avec un bon nombre de traitements expérimentaux issus des recherches de son labo. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes au chapitre 14, section C, thérapie par anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux ont plusieurs avantages. D'abord, ils peuvent activer la cytotoxicité dépendante des anticorps, appelée en anglais ADCC, pour Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity, ou encore agir en agoniste, comme par exemple l'anticorps anti-CD20, commercialisé sous le nom de rituximab, qui active le récepteur pro-apoptotique CD20 sur les cellules B et permet de traiter certains lymphomes. Ensuite, ils peuvent bloquer l'accès à un récepteur favorisant la tumeur, par exemple un récepteur de croissance. Un exemple en est l'anti-R2, Herceptine, qui empêche l'accès d'une hormone de croissance au récepteur R2. Ce récepteur est fortement exprimé dans la plupart des cancers du sein. Ensuite, les anticorps monoclonaux peuvent aussi bloquer des mécanismes immunosuppresseurs en empêchant l'interaction entre des molécules suppressives et leurs récepteurs sur les cellules T.
Nous analyserons en particulier le mode d'action des anticorps anti-CDLA4, anti-PD1 et anti-PDL1. L'inconvénient des traitements aux anticorps est qu'ils ne présentent pas de mémoire et donc ne préviennent pas d'éventuelles rechutes. Nous verrons cependant que les traitements aux anticorps dits immunomodulateurs peuvent laisser une immunité durable parce qu'elles modifient les caractéristiques intrinsèques des cellules effectrices antitumorales. Pour mieux comprendre ce type de traitement, il faut d'abord comprendre comment les tumeurs forment un environnement immunosuppresseur qui inhibe la réponse immunitaire adaptative. L'environnement immunosuppresseur se forme du fait que la tumeur recrute ou induit des cellules T régulatrices, Treg, et des cellules myéloïdes suppressives, MDSC pour Myeloid Derived Suppressor Cells. Les Treg médient leur action d'immunosuppression en exprimant des cytokines immunosuppressives telles que l'IL-10 ou le TGF-bêta, en exprimant des molécules costimulatrices suppressives comme le CTLA4, PD1 ou PDL1. Elles compètent aussi pour l'IL-2, la cytokine qui induit la prolifération des cellules T. Les MDSC sont un groupe de cellules précurseurs de cellules dendritiques qui favorisent la différenciation de cellules T CD4 en Treg et la formation de cellules T CD8 cytotoxiques tolérogènes, c'est-à-dire favorisant la tolérance. Nous allons examiner deux anticorps inhibiteurs de checkpoint immunitaire utilisés en immunothérapie. Le terme checkpoint, que l'on peut traduire par point de contrôle, sont des étapes clés dans un processus qui peuvent déterminer l'arrêt ou la poursuite de ce processus. Ainsi, un checkpoint immunitaire peut bloquer l'activation d'une réponse immunitaire en absence d'un élément. Il existe plusieurs anticorps inhibiteurs de checkpoint. Les plus usuels sont anti-CDLA4 pour Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4, qui est commercialisé sous le nom d'ipilimumab. Il s'agit d'un anticorps monoclonal humain ciblant le facteur CTLA4. Il y a aussi anti-PD1 et anti-PDL1. PD1 veut dire Programmed Cell Death Protein 1, PDL1 est son ligand. Il s'agit d'un couple de molécules impliquées dans la régulation de la tolérance périphérique. Les noms de ces anticorps ne sont pas à retenir dans le cadre de ce cours. L'avantage de ces anticorps est de cibler les cellules T et non pas les cellules tumorales. Ils peuvent ainsi être utilisés pour traiter tout type de cancer, indépendamment des antigènes tumoraux. Ces anticorps inhibiteurs fonctionnent en levant le frein sur des cellules T déjà capables de reconnaître les antigènes tumoraux, mais incapables de réagir parce que rendus tolérogènes ou allergiques par l'environnement tumoral. Un risque majeur de ces anticorps est qu'ils désinhibent tous les lymphocytes T. Ceci peut causer des toxicités graves affectant la peau, les poumons, les reins ou encore les organes endocriniens. Les maladies auto-immunes ou inflammatoires aiguës qui en résultent sont traitées par des immunosuppresseurs, par exemple des corticostéroïdes, qui limitent les effets secondaires sans entraver l'action oncolytique des cellules T. La combinaison de deux anticorps monoclonaux permet, dans certains cas, par exemple dans le mélanome disséminé, d'atteindre des taux de rémission supérieurs à 65% et de longue durée, ce qui prouve leur capacité à induire une cytotoxicité antitumorale efficace et une mémoire à long terme. Comment fonctionne CTLA4 qui est ciblé par l'anticorps anti-CTLA4 et pourquoi son inhibition permet-elle de traiter la tumeur? Lors de l'activation d'une cellule T naïve par une APC, la cellule T reçoit deux signaux. Le signal 1, qui est l'engagement du MHC classe 2 peptide par un TCR, et le signal 2, qui est l'engagement d'une molécule costimulatrice CD80-86 par CD28. Mais CTLA4 augmente en surface et engage les costimulateurs CD80 ou 86 avec une affinité plus élevée que CD28. CTLA4 a par contre un rôle inhibiteur qui s'oppose à CD28. Ainsi, un des rôles de CTLA4 est d'empêcher une suractivation des cellules T. Les Treg expriment un niveau élevé de CTLA4, ceci leur permet de maximiser leur capacité immunosuppressive. Dans le contexte tumoral, le facteur CTLA4 empêche l'activation de cellules T reconnaissant des antigènes tumoraux qui sont souvent auto-antigènes.
Ainsi, en bloquant l'action de CTLA4 à l'aide d'un anticorps monoclonal, on favorise l'activation de réponses T puissantes contre les antigènes tumoraux. Sur ce graphe, on mesure le taux de survie de patients atteints d'un mélanome traité à l'aide d'un anticorps anti-CTLA4. La courbe des individus ayant reçu le traitement anti-CTLA4, celle du haut, montre un plateau, ici, indiquant que le blocage de CTLA4 induit une mémoire immunologique contre la tumeur qui favorise la rémission. On notera que pas tous les individus sont sensibles à l'action de la thérapie. Nous allons analyser comment fonctionne l'anticorps anti-PD1. Pour cela, il nous faut comprendre comment fonctionne PD1. PD1 veut dire Programmed Cell Death 1. Il s'agit d'une protéine qui est exprimée à la surface des cellules T, et ces ligands sont PDL1 et PDL2 qui sont exprimés, eux, sur les cellules dendritiques et les cellules tumorales. L'interaction PD1-PDL1 diminue la signalisation du TCR. PDL1 peut aussi engager CD80 et diminuer la costimulation. Ainsi, PD1 inhibe les réponses T, évitant leur suractivation, tout comme CTLA4. L'anticorps monoclonal anti-PD1 permet d'empêcher les effets inhibiteurs du ligand PDL1 sur la cellule T. Dans les essais cliniques, les risques d'auto-immunité et d'inflammation généralisée sont moins élevés avec anti-PD1 qu'avec anti-CTLA4. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes au chapitre 14, section D, thérapie par transfert adoptif de cellules T. Ce cours est le dernier cours qui clôture le MOOC Introduction à l'immunologie. Dans ce cours, nous allons étudier comment le transfert des cellules antitumorales naturelles, dérivées du patient, ou des cellules antitumorales génétiquement modifiées, permet de lutter contre le cancer. Il existe des populations de lymphocytes naturellement présents dans les tumeurs. On les nomme les TIL pour Tumor Infiltrating Lymphocytes. Les TIL sont des cellules T antitumorales naturelles. Elles reconnaissent des néo-antigènes. Pour cette raison, on les trouve surtout dans des tumeurs causées par des mutations multiples, par exemple le mélanome ou le cancer du poumon. Il s'agit de cellules T CD4, spécifiques d'antigènes tumoraux, polarisées vers TH1, qui sont, comme nous l'avons vu dans le cours 5 et 6, pro-inflammatoires. Elles produisent les cytokines interferon gamma et TNF-alpha et stimulent les cellules T CD8, spécifiques des cellules tumorales. Les TIL semblent être les cellules idéales pour éliminer les tumeurs. Mais alors pourquoi est-ce que les TIL n'arrivent-elles pas à éradiquer la tumeur à laquelle elles sont associées? Une première raison est qu'elles subissent une stimulation chronique par les antigènes tumoraux, ce qui finit par les rendre anergiques. D'autre part, elles sont inhibées par des facteurs immunosuppresseurs ou tolérogènes. Une approche thérapeutique consiste donc à modifier génétiquement ces cellules afin de les rendre plus efficaces dans la reconnaissance des cellules cancéreuses cibles. Les TIL peuvent être isolés à partir de tumeurs excisées. La tumeur comprend toutes sortes de cellules immunitaires, notamment des cellules dendritiques, des cellules NK, des Treg et des TCD8. Pour extraire les TIL, la tumeur sera fragmentée et mise en culture en présence d'IL2 pour faire proliférer les lymphocytes T. Ensuite, les clones de cellules T ayant la spécificité désirée sont amplifiés et transfusés dans le patient. Le patient peut être préalablement immunodéplété par chimiothérapie ou par irradiation, ce qui augmentera l'efficacité du transfert. Une fois transfusé, on peut aussi traiter le patient par IL2 pour prolonger l'activité des cellules T transférées. La première intervention thérapeutique efficace utilisant un transfert de TIL s'est faite il y a 30 ans chez les patients atteints de mélanome métastatique. Il s'agit d'un cancer affectant les mélanocytes, des cellules de la peau, avec dissémination de la tumeur, les métastases. Bien qu'efficace, le transfert adoptif de TIL a montré toutefois des limites. D'abord, les TCR des TIL sont spécifiques pour des épitopes du soi et sont typiquement à faible affinité. Par conséquent, les cellules CTL dérivées des TIL ont une faible affinité pour leur cible. De plus, comme le récepteur TCR ne reconnaît un peptide que dans le contexte MHC du patient, la thérapie par transfert adoptif de TIL est nécessairement individualisée et par conséquent très coûteuse. Pour optimiser l'efficacité et la spécificité des cellules T transférées, on peut les modifier génétiquement. Une façon de faire consiste à transformer les cellules T isolées avec un TCR synthétique.
Pour cela, des souris humanisées, par l'expression de MHC de classe 1 humain, sont immunisées avec un antigène tumoral d'intérêt. Ensuite, les lymphocytes T murins, dont le TCR est restreint au MHC humain, sont sélectionnés pour leur spécificité à l'antigène tumoral. Les gènes codant le TCR sont clonés dans un vecteur viral qui permettra l'insertion du TCR dans une cellule T autologue du patient. Autologue veut dire que la cellule vient du même patient. Le traitement est présenté par ce schéma. Une autre façon de procéder consiste à créer un récepteur à l'antigène chimérique ou CAR pour Chimeric Antigen Receptor. Le CAR est un récepteur synthétique basé sur le principe dit de l'anticorps, sans restriction MHC. Il consiste en la partie variable d'un bras de l'anticorps qui est combiné avec une queue cytoplasmique qui peut porter des motifs d'activation du TCR. On décrira la structure plus loin. Le CAR est transféré dans une cellule T autologue par un vecteur viral donnant lieu à une cellule CAR-T. Les premiers récepteurs CAR comportaient une région de reconnaissance de l'antigène couplée au domaine intracellulaire de la chaîne CD3-zeta du complexe TCR. Pour rappel, le TCR ne signale pas lui-même, mais est associé à un complexe de chaînes CD3 qui porte des motifs phosphorylables, les fameux ITAM, en jaune ici, capables de recruter des molécules de signalisation. Le CAR n'a donc ni besoin de présentation par MHC, ni du complexe TCR ou CD3 pour signaler. Les CAR de deuxième et de troisième génération court-circuitent aussi les besoins en costimulation en rajoutant le domaine intracellulaire de la molécule costimulatrice CD28 ou celle d'autres costimulateurs. Ainsi, la seule ligation d'antigènes au CAR permet l'activation de la cellule CAR-T. Ceci les rend particulièrement dangereuses à cause des effets off-target où la cellule CAR-T reconnaît un antigène non tumoral et se met à détruire des tissus sains. Un exemple efficace de thérapie CAR-T sont les CAR-T anti-CD19, déployés contre des leucémies à cellules B, des lymphomes. CD19 est un antigène de différenciation qui est exprimé sur toutes les cellules de la lignée B. Comme discuté avant, les thérapies visant des antigènes de différenciation ont des effets on-target, off-tumor, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent leur cible mais hors de la tumeur, très néfaste parce que des tissus sains exprimant l'antigène sont attaqués. Pour les cellules B, cet effet est gérable, les patients perdent leur immunité humorale, mais peuvent être traités par des injections d'immunoglobulines. Le traitement par CAR-T anti-CD19 nécessite un traitement chémothérapeutique préalable pour dépléter les cellules T du patient et ainsi maximiser l'effet des CAR-T infusés. Les CAR-T ont une durée de vie limitée dans le patient et ne développent pas de mémoire. De plus, les cellules souches B vont se différencier, rétablissant peu à peu la lignée des cellules B et augmentant le risque que la leucémie réapparaisse. La thérapie par CAR-T est toute récente, la première sur le marché date de 2017. Son utilité est pour l'instant très limitée à cause des effets non désirables dus à un défaut de spécificité du récepteur pour des antigènes exprimés non seulement dans la tumeur, mais aussi dans des tissus sains. La recherche actuelle dans le domaine des CAR-T vise à optimiser ces outils pour en augmenter l'efficacité et en réduire la toxicité. Pour augmenter la spécificité afin qu'elle soit exclusive de la tumeur et éviter les effets off-tumor sur des tissus normaux, il faudra identifier des antigènes tumoraux spécifiques de la tumeur et optimiser les récepteurs. On tentera aussi d'exprimer dans les cellules CAR-T des récepteurs de chemokine permettant le homing de ces cellules vers la tumeur. On peut aussi tenter d'améliorer la durée de vie de ces cellules. L'expansion clonale est limitée par la sénescence inhérente aux cellules T et pourrait être améliorée par exemple en allongeant les télomères. On tentera aussi d'augmenter le nombre de CAR-T en leur faisant produire de l'IL-2 qui stimule la prolifération en sécrétion autocrine. On cherchera ensuite à réduire l'immunosuppression du micro-environnement tumoral, par exemple en fusionnant le domaine extracellulaire de PD1 au domaine intracellulaire du costimulateur CD28, ou via l'expression de récepteurs qui bloquent les cytokines immunosuppressives, par exemple des récepteurs qui se lient sur ces cytokines mais ne signalent pas. On peut aussi
envisager d'enlever le récepteur PD1 des cellules CAR-T par CRISPR. On cherchera à mieux contrôler la réponse CAR-T, notamment en cas de réponse toxique contre un tissu sain. Et une idée là-dedans est d'ajouter un module pro-apoptotique répondant à une molécule chimique. Ainsi, l'ajout de cette molécule chimique déclenche la mort programmée de toutes les cellules CAR-T. Au cours de ce cours, nous avons vu qu'il existe un arsenal varié d'immunothérapies contre les tumeurs. Elles ont pu être développées grâce aux connaissances du fonctionnement du système immunitaire. Nous allons les résumer brièvement. Nous avons d'abord vu comment vacciner contre des antigènes tumoraux en utilisant les APC professionnels, les cellules dendritiques. Nous avons brièvement évoqué l'utilité des anticorps monoclonaux spécifiques d'antigènes cancéreux. Ensuite, nous avons parlé des mécanismes visant à bloquer les étapes immunosuppressives en ciblant par exemple les facteurs CTLA4, PD1 ou PDL1, ou encore les cellules Treg. Et finalement, nous avons décrit le transfert adoptif de cellules anticancéreuses naturelles ou génétiquement modifiées. Souvent, une combinaison de thérapies est utilisée, par exemple le transfert adoptif de cellules antitumorales avec des inhibiteurs de checkpoint ou encore la thérapie à l'IL-2 pour booster la prolifération. Une barrière essentielle à surmonter est d'améliorer la spécificité antigénique afin de bien cibler les antigènes propres aux tumeurs pour éviter les effets secondaires désastreux quand le système immunitaire est lancé contre le soi. Ce cours clôture le cours Introduction à l'immunologie. Bruno Lemaître, Adrien Duval et moi-même espérons que vous l'avez apprécié. Vous êtes arrivés à bout et nous tenons à vous en féliciter. Une des difficultés de ce cours d'immunologie fut l'apprentissage d'un langage complexe et de nombreux termes. Notre espoir est de ne pas vous avoir dégoûté, mais au contraire de vous avoir montré que l'immunologie est une discipline passionnante. L'usage de ces connaissances vous sera utile pour mieux comprendre comment l'homme se défend contre les infections, ainsi que les nombreuses thérapies médicales utilisant le système immunitaire. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos parcours professionnels ou dans la satisfaction de votre curiosité. Au revoir et merci de nous avoir suivis.